Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 9 mars 2022. Voici les titres de cette édition. Les disparitions forcées, des tortures qui occasionnent des morts. Dans son rapport de 2021, l'initiative des droits de l'homme au Burundi dit que la situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée malgré les promesses du régime Ndayishimiye. Et l'engrais FOMI, toujours en carence dans le pays, nous allons nous rendre au sud du pays au cours de ce journal. Et le Conseil national de la communication a un nouveau président. Et demain, c'est le dernier jour de circulation des motos, vélos et tricycles dans la partie centrale de la mairie de Bujumbura. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Les habitants de Kinyami, c'est au chef-lieu de la province Ngozi, disent avoir urgemment besoin d'une aide après les pluies diluviennes qui se sont abattues ce lundi sur cette localité. La pluie a emporté des maisons, champs et cultures. 3 jours après, aucune autorité administrative ne s'est rendue sur les lieux. Plus de détails avec Eric Nyonzima. C'était vers 17h de son indiqué des pluies torrentielles se sont abattues sur le chef-lieu de la commune Ngozi et sur les différentes collines de cette commune, à savoir les collines Kinyami, Gatare, Kibande et Kigarama. Ce jour-là, 49 maisons et plusieurs champs de bananiers et de haricots ont été endommagés, comme le témoigne ce citoyen. Il est tombé une pluie très abondante et dans un laps de temps. Mais plusieurs maisons ont été détruites. Plusieurs champs de culture ont également été endommagés, surtout à Kinyami. Excepté certains habitants qui n'ont pas été touchés par cette catastrophe naturelle, qui essaient de venir en aide à leurs voisins victimes de ces intempéries, l'administration locale n'a rien fait pour leur donner une quelconque assistance, d'où ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide car ils ne savaient pas comment ils vont vivre étant donné qu'ils n'ont plus d'abri. Parmi les dégâts occasionnés par ces intempéries, les installations électriques ont été endommagées et certains poteaux électriques gisent par terre. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de colline Kinyami qui a été la plus touchée, de même que Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, pour qu'il nous dise ce qu'ils sont en train de faire pour assister ces citoyens. Dans la province voisine, c'est plutôt la carence des pluies qui est observée depuis plus de 2 semaines à Gitega. Les habitants de Gitega estiment qu'ils auront une mauvaise récolte si la situation ne change. Reportage signé d'Annie-Claire Iratrouve. Depuis plus de 2 semaines, aucune goutte de pluie n'est tombée sur presque toute la province de Gitega. Une situation inconfortable pour les agriculteurs de la place qui normalement devraient déjà commencer à sarcler leurs champs. En effet, pour ceux qui avaient sémé dès les premières pluies n'espèrent rien récolter car les feuilles commencent à dessécher. Si la situation n'évolue pas, les agriculteurs craignent une probable famine, surtout que le haricot constitue un des aliments de base de bon nombre de Burundais. C'est au moment où ceux qui avaient préféré attendre un peu avant de débuter la semis des haricots désespèrent de le faire en cette saison culturelle qui touche presque à sa fin. Pour le moment, les cultivateurs de la province Gitega déversent leur colère sur l'Ijebu, en charge du service météorologique, qui ne fait rien pour informer la population sur les prévisions enfin qui se préparent en conséquence. Puisque nous parlons agriculture, certains habitants de différentes provinces du sud du Burundi indiquent qu'il manque toujours d'engrais FOMI, au moment où dans certaines localités le peu d'engrais disponible est donné en grande partie à une catégorie de personnes. Cet engrais est inexistant dans d'autres localités. Éloge divin Remesha. L'une des provinces du Sud que la RPA a pu connaître qu'il fait toujours face à une pénurie d'engrais FOMI, c'est Rumonge. Nos sources en commune de Burambi révèlent que cela fait plusieurs jours qu'ils ont déjà payé la compte du montant exigé, mais que jusqu'à présent, ils n'ont rien obtenu. Actuellement, nous considérons l'engrais FOMI comme un objet qui n'a jamais existé. On nous dit de payer des avances, mais on ne nous dit pas quand cet engrais sera disponible pour s'en procurer. En commune Kayogolo de la province Makamba, certains
certains habitants font savoir que ces derniers jours, la quantité d'engrais chimiques leur distribuée est très minime, alors que les commerçants, eux, en ont eu une grande quantité. Selon nos sources, ces commerçants, réputés être des proches des administratifs, vendent par la suite cet engrais à des prix très exorbitants, sans s'inquiéter de rien. L'engrais donné aux commerçants n'est pas déposé au même endroit que celui acheté par la population. Cet engrais est caché dès son arrivée. L'objectif de ces commerçants qui se procurent de grandes quantités n'est pas de fertiliser le sol, mais plutôt de se remplir les poches, car ils savent très bien que les citoyens vont finir par recourir à eux une fois dans le besoin. C'est vraiment problématique. Nos sources trouvent qu'il sera très difficile, voire impossible de continuer leurs activités champêtres au cas où cette pénurie de l'engrais FOMI persiste. Ainsi, ils demandent au gouvernement de trouver une solution à cette problématique. Dans un instant, nous nous rendons dans la mairie de Bujumbura. Les propriétaires des motos et des tuk-tuk résidant en commune Mukaza sont sommés de faire enregistrer leurs engins auprès de leurs administratifs. Annonce faite ce mercredi par l'administrateur de Mukaza, Renova Sindayehura. C'était lors de la réunion qu'il avait organisée à l'intention de ses propriétaires, des propriétaires qui, de leur côté, disent avoir été surpris par cette recommandation, surtout que leurs motos et tuk-tuk sont bel et bien enregistrés à la police et à l'OBR. Dans l'entretemps, la mesure interdisant les motos, vélos et tuk-tuk dans une grande partie de la ville de Bujumbura entre en vigueur le 11 mars prochain, c'est dans 2 jours, au moment où ceux qui exercent le métier de taxi-vélo et taxi-moto menaient une vie difficile alors qu'ils œuvraient dans tous les coins de la mairie de Bujumbura. Cette décision de délimiter leur champ empire la situation. Un des conducteurs de taxi-vélo qui s'est confié à la RPA décrit sa vie quotidienne et l'organisation de sa journée de travail. Il s'est entretenu avec Emmanuel Niungeko. Je me réveille à 5h30 pour quitter la maison à 6h. Aussitôt, je me lance à la recherche des clients. Vers 8h ou 8h30, c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Il s'agit de l'un des conducteurs de taxi-vélo à mairie de Bujumbura qui s'est entretenu avec la RPA sur l'organisation de sa journée. Suite à la montée des prix, le petit déjeuner me coûte 1500. Après le petit déjeuner, je retourne sur terrain pour travailler comme j'œuvre ici à Nyakabiga. Après un certain temps de travail, vers 12h, je prends le déjeuner. À partir de là, je travaille en conséquence puisque l'on ne travaille que jusqu'à 18h. Ainsi donc, l'on compte les heures pour rentrer tôt et éviter d'être arrêté. Père de 2 enfants, cet homme habite au quartier Bwiza à mairie de Bujumbura où il loue une maison. Malgré la cherté de la vie, il est obligé de se nourrir 2 fois pendant la journée à cause de son travail très éreintant. Si on ajoute le dîner, il dit consommer entre 4 000 et 4 500 francs. Il souligne alors que lorsqu'il a bien travaillé, il peut encaisser entre 8 000 et 9 000 francs. Ainsi donc, les conducteurs de taxi-vélo disent ne pas savoir de quoi ils vont vivre dans les jours à venir. Moi, ce que je constate, c'est que la vie va se compliquer davantage. La mesure n'a plu à personne. Moi, par exemple, je loue la maison à 25 000 francs et j'ai une famille, une femme et 2 enfants. Lorsque j'ai bien travaillé, je peux récolter entre 8 et 9 000 francs burundais. L'avenir est sombre. Il ne reste qu'à prier le bon Dieu. Sinon... Ces conducteurs de taxi-vélo révèlent que même s'ils ont un petit revenu, ils parvenaient quand même à rentrer avec 4 000 ou 4 500 francs par jour et satisfaisaient plus ou moins les besoins fondamentaux de leur famille, d'où ils demandent au gouvernement de revoir la mesure à leur encontre, mesure qu'ils jugent avoir été prise précipitamment. Je vous le disais dans le titre, l'an 2021 n'a pas été une bonne année pour les droits de l'homme au Burundi, malgré de nombreuses promesses du gouvernement d'Aïchimié visant à polir son image. C'est du moins la conclusion du rapport dressé au début de ce mois de mars par l'Initiative des droits humains au Burundi, IDHB en sigle. Ce rapport montre qu'à côté des cas de disparition forcée, des cas de torture ont conduit à la mort d'un bon nombre de détenus au cours de cette période. Le contenu du rapport avec Josiane Mouzaneza.
L'institution la plus dénoncée dans le rapport de mars 2022 de l'IDHB dans ses actes de torture et de disparition forcée est le service de renseignement du Burundi. Le rapport intitulé « Le chemin qui reste à parcourir, le Burundi va-t-il poursuivre ses tortionnaires en justice ?» indique qu'au moins 55 personnes torturées par les agents des renseignements ont été identifiées en 2021. Parmi ces cas, les plus alarmants sont notamment ceux d'Augustin Matata et d'Innocent Balutwanayo, tous les deux membres du parti CNL ainsi qu'Egide de Sindai Gaya. C'est également le cas du représentant du parti CNL dans la commune Mutimbuzi du nom d'Elingo Mirakiza, sans trace depuis le mois de juillet 2021, après son arrestation par des hommes en tenue militaire. L'IDHB indique que plusieurs de ses sources ont déclaré qu'il aurait été tué par les éléments militaires sous les ordres du lieutenant-colonel Aronda Ishimiye, puis enterré dans la forêt de Rarukoko. Le rapport de l'IDHB indique également que de nouvelles exactions ont été commises par des membres de la Ligue des Imbonirakure du parti au pouvoir. Dans la plupart des cas, les attaques de ces jeunes du parti CNDD-FDD avaient pour cible les membres du parti CNL et ont conduit même à la mort de certains d'entre eux. Et malgré les multiples discours du président Ndayishimiye promettant que les agents de l'État responsables de violations des droits humains seront traduits en justice, le rapport de l'IDHB indique qu'il n'a pas pu ou n'a pas voulu mater la plupart des bourreaux. En effet, différentes personnes interrogées par l'IDHB restent sceptiques sur une quelconque poursuite en justice crédible des auteurs d'actes de torture et de disparition forcée perpétrés au cours de l'année 2021, notamment par l'agent des services de renseignement Gérard Ndaïsenga et le commissaire de police Moïse Arakaza, dit Nyega Nyega. Dans notre édition de demain, nous vous parlerons de la poursuite des restrictions du gouvernement du Burundi à la liberté d'expression dans un contexte marqué par une réaction internationale insuffisante, telle que cela transparaît dans ce rapport de l'IDHB. Dans un instant, nous parlons des grognes des clients de la Bankobu. Les clients de la banque Bankobu, la branche se trouvant à la chaussée du Prince Louis Gwagasore en mairie de Bujumbura, accusent les agents de cette banque de leur offrir un mauvais service. Ces clients indiquent qu'ils prennent beaucoup de temps et font de longs files d'attente suite à la négligence dans l'accueil. Le point avec Marie-Ange Irakoze. La branche de la banque Bankobu, dont les employés sont pointés du doigt par ses clients pour mauvais service, se trouve sur la chaussée Prince Louis Gwagasore, en face du siège même de cette banque. Certains clients qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils passent des heures et des heures dans l'attente d'être servis, ce qui les frustre car ils y perdent beaucoup plus de temps alors qu'aucune panne n'a été signalée. Vraiment, les clients se plaignent beaucoup. On peut passer plus d'une heure avant de pouvoir faire un dépôt. C'est dommage. On se demande si les responsables sont au courant de cette situation. Nous avons fait recours aux médias afin que les responsables fassent quelque chose. Ces clients de la banque Bankobu accusent ces agents de passer une grande partie du temps réservé au travail à s'occuper de leurs affaires personnelles, d'où ils négligent ces clients. Les agents ne font que converser alors que les lignes de clients s'allongent devant les guichets. Il y a 3 guichets, mais c'est comme s'ils ne sont pas fonctionnels. C'est vraiment honteux. Par exemple, moi, j'ai dû retourner à la maison avec mon argent car j'ai passé toute une heure dans cette banque sans être accueilli. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Trintas Gilukushaka, administrateur directeur général de la banque Bankobu, pour de plus amples explications. Je vous le disais dans le titre, ce matin, Vestine Nahimana a été élue présidente du Conseil national de la communication. Elle remplace Willy Nyamitwe, récemment nommé ambassadeur du Burundi en Éthiopie. Après son élection, Vestine Nahimana a demandé aux professionnels des médias de bâtir leur pays. Avec la famille des journalistes, nous devons mener une lutte commune qui est celle de faire changer le monde. Comme je vous l'ai toujours dit bien avant, les médias, c'est un outil. C'est un bon outil. Un outil qui peut servir à construire et qui peut servir à détruire. Et je reviens avec le même langage. Que mon souhait le plus ardent, c'est de bâtir un monde meilleur. D'utiliser cet outil dans le sens positif. De bâtir le monde, à commencer par notre maison ici, à étendre vers
vos maisons respectives et finalement notre pays va devoir bénéficier de cet outil pour opérer un changement positif. Vestine Nahimana est également ambassadeur du Burundi auprès du Royaume des Pays-Bas. Et pour clôturer cette édition, l'auteur du livre Les Trois Burundi a voulu contribuer dans l'analyse politique de son pays, éclairer l'opinion sur les conflits cycliques en partant des racines. André Nikwigise, un des proches de l'auteur, précise que l'idée de rédiger le livre date des années 1980. Suivez André Nikwigise. L'idée du livre a germé de plusieurs conversations que nous avons eues avec Fendikoumana Janvier à la fin des années 1980, surtout en 1988 et 89, après les événements sanglants d'Ontega et Marangara, et nous discutions sur la situation politique du pays en la comparant à ce que le Burundi de nos ancêtres était avant la colonisation. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur l'histoire du Burundi, la photographie politique du Burundi est née. Et M. Ndikoumana Janvier s'est fait le porte-flambeau de cette photographie. Voilà les motivations de l'auteur qui ne sont autres qu'une contribution à l'analyse politique du pays. Une photographie du Burundi de la période précoloniale à la période d'aujourd'hui, en passant par la période de la colonisation. Et ça me rappelle la citation de l'écrivain Marcus Garvey qui disait qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Et effectivement, ce livre avait cet objectif. Alors, le livre qui est devenu Les Trois Burundi est le fruit de 20 années de discussions avec des personnalités politiques diverses, des historiens au Burundi comme au Rwanda, comme on le dit en Kirundi, uja gukira ingwara arayirata, ou bien si tu veux guérir une maladie, il faut en parler. Et surtout en connaître l'origine. Le livre Les Trois Burundi est paru aux éditions L'Harmattan en novembre dernier. Son auteur Janvier Ndikoumana est décédé en 2009 à 70 ans. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 9 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.